L'euro, 20 ans, et au bord du gouffre technique. Histoire et perspectives techniques. Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 13 juillet 2022. Alors bienvenue chers amis, je suis content de vous retrouver. L'euro est à parité avec le dollar. 1 égale 1. La semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo sur le cours de l'euro-dollar, avec un axe sur le dollar US. Eh bien, cette semaine, nous allons parler de l'euro, de son histoire. Vous allez voir, on peut cadrer des objectifs techniques avec des dates historiques, des événements historiques qui concernent la monnaie unique européenne. On va parler de tout ça, de la zone euro, de l'inflation, de l'évolution des taux d'intérêt, de ce que fait la Banque Centrale Européenne, de toutes ces raisons qui mènent au gouffre la monnaie unique européenne, au gouffre où pour certains, ils voient l'opportunité d'achat. Ont-ils raison? Voilà, c'est le sujet vaste que je vais traiter ce mercredi. Alors, j'ai préparé un certain nombre de slides, on va les regarder ensemble. J'espère que ça vous plaira. J'ai sélectionné vraiment ce qui me semble le plus impactant et on va faire de l'histoire avec un grand H, mais directement sur le graphique. J'ai reporté tous les événements sur le chart et vous allez voir ce qui est passionnant. Ce qui est passionnant. Toutes les cassures techniques sont liées à des événements de l'histoire de l'euro. Donc voilà. Ça permet d'ajouter une composante à l'identification de prix importants pour le trading du cours de l'euro-dollar. Alors, allez, ne perdons pas davantage de temps, je vais me réduire. Et puis, donc, nous allons passer aux illustrations. Alors, l'euro a 20 ans. Eh bien, oui, il a 20 ans, l'euro. Il a 20 ans. Alors, oui et non. On va regarder pourquoi. L'euro a 20 ans parce que le 1er janvier 2002, c'est loin, 1er janvier 2002. Eh bien, le 1er janvier 2002, ce fut la date où l'euro eut cours légal dans 12 pays. Et ce fut surtout pour les citoyens de la zone euro l'arrivée des pièces et des billets. Alors que 3 ans auparavant, l'euro existait en simple monnaie électronique sur les marchés financiers, pour les banques, les États qui libellaient déjà leur tête en euros. Mais pour le citoyen, non. C'était en 2001, le français payait en francs. Même s'il y avait déjà un double étiquetage pour se préparer. Bon, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. En tout cas, 1er janvier 2002, donc 20 ans. Mais rappelez-vous, l'ancêtre de l'euro, l'écu. C'est pour ça que vous trouvez des graphiques euro-dollar. Vous trouvez des graphiques euro-dollar avec un historique qui va jusqu'en 1973, parce qu'avant l'euro, il y avait l'écu. L'écu, l'ancêtre de l'euro, qui était déjà un système d'évolution des monnaies des pays européens entre eux, qui fixait un rapport, une marge de fluctuation entre le franc et le Deutschmark et toutes les autres monnaies de l'Europe. Et c'est en se basant sur ce système de l'écu qu'on a pu travailler et créer l'euro. Avec, alors pour le coup, un système ensuite de change fixe entre le franc et l'euro, le Deutschmark et l'euro, etc. Donc tout ça est très important et je vous propose moi de reporter ça sur les graphiques. Voilà le programme, il est sous vos yeux. Alors, la monnaie unique européenne au bord du gouffre technique, attention, oui, elle est à 1 et tout le monde sait que si elle bascule sous 1, c'est objectif immédiat 0,96 et 0,8890 centimes de dollar. Pourquoi? Vous allez voir, c'est à la fois technique et historique. Rappelons que ce qui met l'euro sous pression, c'est que l'inflation est toujours hors de contrôle au sein de la zone euro, mais la BCE ne fait rien, elle est atone. C'est la seule banque centrale majeure, alors je mets de côté la Banque populaire de Chine, qui elle fait le contraire, qui soutient son économie en injectant, et la Banque centrale du Japon, qui n'a pas changé son fusil d'épaule, mais toutes les autres banques centrales majeures relèvent leur taux par incrément de 50 ou 75 points de base. La BCE n'a encore rien fait, peut-être cet été, mais voilà la source. Alors que l'inflation est à 8%, c'est ça qui est dingue. 20 ans de l'euro, son histoire résumée en graphique, une inflation énergétique importée massive, ça c'est vraiment le risque. La remontée des taux d'intérêt en Europe, alors qui se replie un peu à court terme, mais je vais vous rappeler que c'est ça qui met la pression sur l'euro, car on a une charge de la dette publique qui est énorme, comparée à la Chine par exemple, dans les pays de la zone euro. Les spreads de crédit entre États, et on fera l'analyse technique de toutes ces paires majeures, elles sont toutes
tout au bord du gouffre. Mais même l'euro face au rouble est sur un niveau technique majeur vers les 55 roubles. Si ça casse, c'est la chute. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que certains se disent que là, il faut acheter la parité, il faut acheter les 55 roubles, il faut acheter les supports de ces différentes paires en euros. D'autres se disent, ça casse le support, on fait 20% de baisse en plus. Zone euro, inflation galopante et BCE atone. Alors les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro et l'attentisme étonnant de la BCE de Christine Lagarde. Effectivement, personne ne comprend pourquoi la BCE ne relève pas ses taux. Pas tout de suite, en tout cas, elle ne l'a pas fait. Vous avez sous les yeux l'évolution de l'inflation au sein de la zone euro. Et cette inflation, qui est actuellement à 8%, est décomposée avec donc les différentes contributions. Le prix de l'énergie, l'alimentaire, le prix des biens non énergétiques industriels et les services. Alors vous constatez que la tendance de l'inflation est largement haussière, qu'elle est nettement supérieure à la cible de la BCE qui est à 2%, et que dans la contribution, par exemple, sur l'inflation du mois de mai, on a la moitié d'inflation énergétique. Alors là, je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée il y a 2 semaines dans le Fast and Forex sur le pétrole qui explique le rôle de la contribution de l'énergie. Et c'est vrai que lorsqu'on voit maintenant le prix de l'énergie commencer à se replier, notamment le pétrole, le gaz naturel, mais pas que, on se dit qu'en octobre-novembre, peut-être que l'inflation sera vaincue naturellement. Vous savez, c'est le scénario de la BCE, c'est pour ça qu'elle ne relève pas ses taux. Elle pense qu'en attendant, l'inflation viendra tout naturellement à 2%. Pareil risqué, dos rond, elle fait le dos rond, c'est risqué, mais bon. Donc, voilà un premier paradoxe. L'inflation est galopante en Europe, avec des contributions variées, surtout l'énergie, mais la BCE ne fait rien. Alors, une BCE atone, malgré une inflation galopante. Vous avez ici sous les yeux 2 graphiques. Le premier, et là vous allez voir c'est incroyable, vous avez sous les yeux une capture d'écran que je suis allé chercher sur le site de la Banque Centrale Européenne, qui montre ses anticipations d'inflation naturelle. D'après la BCE, sans rien faire, en 2024, on sera à 2% d'inflation. Et donc, comprenez bien sa stratégie. La BCE pensant que sans rien faire, la BCE reviendra à la cible de 2%, elle n'est pas pressée de relever ses taux, alors que toutes les autres banques centrales relèvent massivement leurs taux d'intérêt. Vous avez ici les 2 taux d'intérêt principaux de la BCE. Il y en a 3, mais je me concentre sur 2. Regardez, le taux directeur qui est ici dans la colonne de droite, il est à 0 depuis 2019. Oui, le taux d'intérêt de la BCE est à 0, alors que la Fed l'a remonté à 1,50 et que la Fed fin juillet le monte à 2,25. Vous comprenez pourquoi l'euro-dollar baisse? Le taux de la BCE est à 0. Le taux de la Fed sera à 2,25. Lorsque je vends l'euro-dollar, chaque jour, j'encaisse au quotidien le taux au jour le jour US et je suis débité du taux au jour le jour européen. Mais j'encaisse mon différentiel de taux d'intérêt positif. 1,5 face à 0 et bientôt 2,25 face à 0. Là, je prends les taux des banques centrales. Attention, pour les stratégies de carry trade forex, c'est le taux au jour le jour, Léonia en France. Bon, en tout cas, regardez, depuis 2019, la BCE n'a rien fait. Le taux est à 0, le taux direct. Et le taux de dépôt est à moins 0,50. Et il est à 0 depuis 2013. Depuis 2013. C'est énorme. Là, vous avez sous les yeux le slide qui explique pourquoi l'euro chute. Parce que la BCE pense que l'inflation viendra à 2% sa cible sans rien faire et que la BCE ne relève pas ses taux, alors que toutes les autres banques centrales le font. Je vous remonte ce slide proposé la semaine dernière déjà, de mon excellent ami Valentin Offrand. Toutes les banques centrales majeures relèvent leurs taux, les RBNZ, la RBA, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Fed et la BCE. Eh bien non, 0. Allez, on va faire un peu d'histoire maintenant. Là, je vous ai préparé quelque chose d'hyper intéressant. Vous allez voir, on va croiser les niveaux de Chartis avec les dates historiques de l'euro. Les dates clés de l'euro depuis 1992. Oui, effectivement, pas 2002. La véritable naissance de l'euro, c'est 1992. En fait, il a 30 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a 20 ans? C'est parce que le 1er janvier 2002, ce fut l'arrivée des pièces et des billets dans 12 pays européens.
et le jour officiel de cours légal via les pièces et les billets pour les citoyens de l'Europe. Mais depuis 1999, c'était déjà une monnaie électronique sur les marchés financiers. Et avant, il y avait l'écu. Tout le monde l'a oublié, ce petit écu. Alors, nous allons regarder cela. Je vous ai préparé une configuration graphique avec l'histoire de l'euro. Nous allons passer en revue les bougies japonaises mensuelles du cours de l'euro-dollar. Donc vous avez sous les yeux les bougies japonaises mensuelles et nous allons regarder donc les dates historiques et vous allez voir, il y a des correspondances avec les principaux niveaux techniques. Donc tout d'abord, vous avez ici la période entre 1971 et 1992. Il n'y avait pas d'euro. Avant 1992, l'ancêtre avant 1992, l'ancêtre de l'euro, c'était l'écu. L'écu pour European Currency Unit. C'était le SME, le système monétaire européen. Ça permettait de maintenir un certain équilibre entre les monnaies de l'Europe. Et en se basant sur l'historique du European Currency Unit, on arrive à avoir un historique en mensuel de l'euro-dollar avant 1992. Mais la vraie première date fut le 7 février 1992, le traité de Maastricht. Vraiment la date là où fut avérée, posée sur papier et traitée la perspective de la création de la monnaie unique européenne. Ensuite, on avance toujours sur les bougies japonaises mensuelles de l'euro-dollar. Au mois de décembre 1995, un conseil européen, qui de mémoire avait lieu en Espagne, qui avère la création de l'euro. Ça devient officiel. 1995. Création de la Banque Centrale Européenne en juin 1998. La vraie date du lancement officiel de l'euro, ce n'est pas le 1er janvier 2002. Beaucoup disent 20 ans, mais c'est faux, c'est 23 ans. Le 1er janvier 1999, lancement de l'euro sur les marchés financiers, l'euro électronique, c'est-à-dire pour les banques et surtout pour les États européens, c'est-à-dire le Trésor public, qui libellaient ses obligations d'État en euros et plus en monnaie locale, plus en francs, plus en Deutschmark, etc. Donc là, on voit déjà l'impact sur l'analyse technique. Mais vous allez voir maintenant que c'est là que ça devient passionnant. Vous avez ici, vous constatez comme moi, le point bas de l'euro-dollar, c'était entre 0,80 et 0,90 $ centimes. Entre 0,80 et 0,90. Pourquoi? Et une énorme tendance haussière de 8 ans entre 0,80 et 1,60. C'est ici qu'il fallait aller à New York faire son shopping. Eh bien pourquoi? Eh bien, en janvier 2002, au point bas, ce fut l'arrivée de l'euro avec cours légal au sein de la zone euro. Et l'arrivée des pièces et des billets. Cet énorme intervalle 0,82, 0,96 est la cible si l'euro-dollar casse la parité. Regardez actuellement où est-ce qu'il est. On est sur la parité, 1 pour 1. Si c'est cassé, on retournera à la date historique, au niveau technique qui correspond au 1er janvier 2002, 0,88 $, lorsque les pièces et les billets ont eu cours légal dans 12 pays européens. Et là, c'est passionnant. Le record historique de l'euro-dollar à 1,60, c'est quoi? 2008, chers amis, hein, vous le savez comme moi, la crise financière, la crise des subprimes aux États-Unis. Et depuis, l'euro n'a cessé de baisser. Depuis, l'euro n'a cessé de baisser. Voilà donc l'histoire de l'écu à l'euro, et c'est très intéressant. Alors, la dette publique des pays européens. C'est un vrai souci, cette remontée des taux d'intérêt, vous le savez. Pour quelle raison? Et c'est ça qui met la pression sur l'euro. Vous avez, alors je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la publication de l'inflation aux États-Unis, c'est le chiffre majeur à 14h30 pour savoir si l'euro-dollar va rebondir sur 1 ou casser 1.
tout va dépendre de l'inflation aux États-Unis. J'en ai parlé dans le Top Gun de ce lundi, je vous invite à le reprendre. Non, moi je tiens à vous parler d'abord d'une situation complexe et qui explique la chute de l'euro. Pourquoi, à votre avis, l'euro est sous pression de la remontée des taux d'intérêt en Europe? Alors, ces taux d'intérêt en Europe, vous les connaissez, j'en parle régulièrement, mais je vous ai préparé un graphique avec l'évolution de ces taux d'intérêt en Europe. Vous avez ici le 10 ans italien, le Trésor public italien, le 10 ans espagnol, le 10 ans français, le 10 ans allemand, et en rouge, c'est le spread entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, et ici le spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Vous voyez la tendance haussière. La ligne de 0 est ici. Il y a 3 mois, on était à 0. Maintenant, on est entre 2 et 3. C'est énorme. Pourquoi c'est un problème? Chers amis, vous avez ici l'excellent site Trading Economics avec le pourcentage de la dette publique ramené donc au PIB. Alors, la Chine a 66% de sa dette représente 66% de son PIB. La zone euro, c'est en moyenne 95%. Bon, le Japon, lui, c'est 266%. L'Allemagne, sa dette publique représente 70% de son PIB. Le Royaume-Uni, hors zone euro, 94% de son PIB. La France, sa dette publique représente 112,90% de son PIB. L'Italie, 150% de son PIB. Vous comprenez bien que les pays continuent à faire de la dette, ne serait-ce que pour faire face à la charge d'intérêt de la dette déjà contractée. Le fait que les taux d'intérêt aient fait x3 depuis le mois de mars, c'est une catastrophe. Et c'est la raison de la chute de l'euro avec le fait que la BCE ne relève pas ses taux à la différence des autres banques centrales, qui donc rémunère mieux les autres monnaies alors que l'euro n'est toujours pas rémunéré. Parce que c'est ça, le taux d'intérêt lié à une monnaie, c'est sa rémunération pour ceux qui vont prêter de l'argent dans la devise. Et donc la chute de l'euro, tout ça se conjugue. Ce sont des éléments qui se conjuguent. Il y a une autre difficulté, nous importons surtout dans la... Alors, il est vrai qu'à court terme, le prix des matières premières se replie, mais nous importons notre énergie, en grande partie en zone euro, et c'est libellé en dollars. Donc ça ne fait que renforcer l'inflation énergétique importée. Tout ça sont des difficultés pour la zone euro. Alors maintenant, on va regarder l'analyse technique d'une sélection de paires en euros, si vous le voulez bien, pour voir ce que l'on peut envisager. Je vous rappelle vraiment le chiffre majeur de ce mercredi, l'inflation aux États-Unis à 14h30. Il va falloir vraiment suivre ça de près. Et maintenant, nous allons regarder l'analyse technique et voir les scénarios à envisager, chers amis. Il n'y a pas que l'euro-dollar qui est au bord du gouffre technique. Je vous ai fait un peu d'histoire en vous expliquant, donc rappelez-vous le graphique que je vous ai montré avant. Ici, 1er janvier 2002, l'euro à cours légal dans 12 pays européens, arrivée des pièces et des billets. Voilà. Et ça a été le point de départ d'une envolée à l'époque, entre l'année 2002 et l'année 2008. L'année 2008, l'euro-dollar s'arrête de monter, c'est la crise des subprimes aux États-Unis. Bon, vous comprenez bien que si on casse 1, la cible minimum, c'est là. C'était à l'époque la ligne de coût de cette figure de renversement haussier. La ligne de coût de la figure de renversement haussier à 0,96. Et derrière, le vrai niveau du 1er janvier 2002, c'était 0,88. Donc c'est le risque de briser 1. D'ailleurs, notez ici, en mensuel, un graphique sur 20 ans, il y avait une énorme épaule, tête-épaule, et que les rebonds techniques, notamment d'après le Covid, n'ont fait que faire un pullback sur la ligne de coût de cette énorme épaule, tête-épaule. Qu'est-ce que c'était beau. Et alors, regardez, je zoome en journalier, comment c'est fantastique. Vous avez ici le niveau des 1, 0, 0, 0, 0, 0. Regardez, depuis 2 jours, on fait ce qu'on appelle des toupies, des toutes petites bougies japonaises journalières, petit corps, petite ombre. Si aujourd'hui l'inflation aux États-Unis dépasse les attentes, on casse 1, on va à 0,96. Si l'inflation aux États-Unis ralentit, le dollar US baissera et il y aura un rebond sur 1 et on ne passera pas sous la parité et on n'ira pas à 0,90. Et ce sera très bien pour la zone euro. Toutes les paires en euros sont au bord du gouffre technique. Même le rouble. Regardez, vous avez sous les yeux l'euro et rubé. Cet énorme niveau technique sur lequel se situe la paire euro et rubé. Je suis ici sur un graphique de long terme en échelle arithmétique. J'ai 20 ans d'historique de cours. J'expose à gauche les bougies japonaises en données mensuelles. 1 point, 2 points, j'existe, je double-clique, je prolonge. Et ça nous donne, c'est vraiment un niveau technique. Ça nous donne le point de stabilisation actuel, qui en plus est une conjugaison de ce niveau horizontal. C'est beau, on est dessus.
le niveau des 50-52 roubles. Si l'euro devait briser le niveau des 50 et des 52 roubles, l'euro-rouble chuterait. Imaginez le poids de la facture des énergies qu'on importe de Russie. Car oui, maintenant, vous savez que la Russie exige de libeller les exportations de son énergie en roubles. Donc, il est primordial pour la viabilité et baisser la probabilité d'une récession au sein de la zone euro, de défendre à la fois le 1 sur l'euro-dollar et le 50-52 sur l'euro-rouble. Alors, par exemple, je prends l'euro CHF, on voit très bien, et je le prends par exemple pour montrer l'impact d'une cassure technique. La cassure des 1, qui a eu lieu le 5 juillet, a donné un signal de continuation baissière. Et donc comprenez bien une chose, c'est qu'en cas de cassure des 1 sur le cours de l'euro-dollar, le marché fera exactement le même scénario que ce qu'il est en train de faire sur l'euro CHF. Il ira chercher des supports historiques. Et donc l'euro CHF, tant qu'il ne redépasse pas la parité, reste en tendance baissière. Je peux vous montrer aussi, par rapport à nos liens commerciaux avec la Chine, bord du gouffre technique, l'euro yen, ici l'euro CNY, et ici c'est le plus bas historique, à 6,50. Là, le marché y file, une cassure des 6,50 prolongerait la baisse de l'euro CNY. Alors par contre, c'est une bonne nouvelle pour les pays qui exportent en Chine, car, et notamment l'Allemagne, car la baisse du taux de change euro-CNY rend plus abordable pour les importateurs chinois les produits allemands. Donc là, on peut y voir un avantage de compétitivité change vis-à-vis de la Chine. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque je titrais que nous étions l'euro au bord du gouffre technique, ce n'est pas que l'euro-dollar, c'est l'euro-rouble aussi, et l'euro yuan, renminbi. États-Unis, Chine, Russie. 3 énormes partenaires commerciaux de la zone euro. Il faut tenir, sinon la probabilité d'une récession en Europe augmentera. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le Fast & Forex de ce mercredi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez-le, partagez-le et commentez. Merci messieurs, dames.